Warum Krieg? Pourquoi la guerre? J'ai terminé la dernière fois sur la dimension de l'initiation, qui est un dire et non pas un dit, et qui de ce fait s'oppose évidemment au conditionnement, à l'apprentissage, à toutes les données que l'on veut faire rentrer, d'une certaine façon, s'il obéit, bien sûr, qu'on veut lui faire rentrer, comme on dit, dans le crâne. Alors, Warum Krieg? Warum Krieg? Ils sont mis à deux, là, hein, pour patauger. 1932, Einstein, Albert, Sigmund Freud. Ils se sont connus en 1926. Ils ont entretenu des relations épistolaires, évidemment, et puis en 1932, il y a un organisme là dont fait partie Einstein, hein, c'est l'organisme d'ailleurs dont il vient de démissionner, parce qu'il n'est pas d'accord, évidemment. C'est une période très trouble, c'est 1932. Hein. Adolf Hitler est en train de monter en puissance. Hein. Et donc il y a un Institut international de coopération intellectuelle, dont Albert Einstein vient de démissionner, et il lui demande quand même de répondre à cette question. Il a démissionné parce que pour lui, c'est simple, c'est politique, il faut qu'il y ait un organisme supranational, quelque chose de très important, c'est tout à fait la mode ça, hein, évidemment, hein, qui puisse interdire la guerre. Mais évidemment, il se rend bien compte, lui, avec sa relativité, la théorie de la relativité, là, hein, Einstein, que ça ne marche pas comme ça. Alors, il déploie toutes sortes de choses, hein, il fait part de son étonnement. Hein. Son étonnement dans le fait que la masse humaine puisse se laisser entraîner comme ça par un chef. C'est une histoire de discours, ça, c'est simplement ce qu'on appelle le S1, hein, discours du maître. Hein, par un chef, et puisse s'enflammer complètement, même, qu'il va devenir dingue, être fou. Et quoi encore? Ah ben oui, sacrifier au Dieu obscur. Et il comprend pas, comment, évidemment. Alors à la fin de sa lettre, parce que Warum Krieg, c'est évidemment un fascicule qui comprend 2 lettres, celle d'Einstein dont je parle, et à la fin, comme il connaît un peu Freud, hein, il s'adresse à Freud finalement, parce que il a été d'accord de faire une lettre à condition qu'il puisse s'adresser à Freud. Et il s'adresse à Freud pour lui dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, une façon de diriger, voilà, à nouveau la dimension du conditionnement, hein, on n'est pas du tout dans le mystère de l'initiation, de diriger le développement psychique de l'homme, afin de le rendre mieux armé, allez, contre les psychoses de haine et de destruction. Et alors, évidemment, Freud, il répond ce qu'il peut. Hein. Il répond ce qu'il peut, il a fait auparavant pulsion, destin des pulsions, on est dans l'au-delà du principe de plaisir, on est dans le fait qu'il a pu travailler les conséquences de la guerre, par le biais des névroses de guerre, et ce qui est arrivé, comme ça dans sa progression, c'est l'élaboration d'une pulsion particulière qui est la pulsion de mort. Et finalement, la vie serait en permanence sous le régime de cette articulation entre la pulsion de vie, pulsion de mort, Eros Thanatos. Bon,
il est bien conscient que ce qu'il raconte, évidemment, ça ne va pas lui donner le prix Nobel de la paix, hein, évidemment. Mais enfin, il touche quelque chose. Il touche quelque chose, mais c'est comme toujours, quand on touche quelque chose, eh ben, on touche et puis on recule. C'est ce que je vous disais les fois dernières. On touche et on recule parce qu'il y a quoi? Alors évidemment, pulsion de mort, ben, on recule devant quoi? Ben, devant une certaine représentation qui est celle de la mort, c'est-à-dire celle de la destruction, l'agressivité. Et le mot pulsion, il passe un peu comme ça à la trappe, comme je disais la dernière fois. Le mouvement même, c'est pas le mouvement de destruction, pas la destruction. Et pourtant, néanmoins, Freud, bien sûr, il faut en tenir compte, il a ses limites. Hein. Ses limites, c'est déjà important, il est seul, hein, il avance seul. Hein. Hein, il essaie d'avancer pas trop masqué. Hein. Quand je monte sur la scène du monde, comme dit Descartes, hein, je m'avance masqué, larvatus prodeo. Il est quand même masqué, là il tourne en rond, quelque chose, comme nous tous d'ailleurs. Il n'y a pas sans m'étonner, hein, c'est quelque chose d'humain. L'humain il tourne en rond. Et ça apparaît vraiment ça dans une psychanalyse, puisque ce que disent les êtres parrains qui se mettent à parler, hein, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce qu'on appelle le transfert, eh bien ça avance pas parce que j'ai toujours la même chose, je tourne en rond. Bah oui, ben, il faut passer par là. Pour passer par le tourne en rond. Et le tourne en rond, ça nous ramène à quoi? Je m'avance masqué, c'est-à-dire au masque. Alors, je lance ça comme ça, là, de façon un peu lapidaire, là, comme le ténor t'est mort la dernière fois. Je lance ça comme ça de façon un peu lapidaire parce qu'on a quelque part l'idée, bien sûr, on parle surtout aujourd'hui, là, aujourd'hui c'est le jour d'élection. Élection présidentielle en France, hein, c'est pas rien. Hein. Les non-dupes, hein, il s'agit d'être non-dupes, hein, pas se faire avoir. Hein. Comme dit Lacan, là, hein, bon, 73-74, là, les non-dupes errent. Les non-dupes errent. Les non-dupes perdent. C'est une errance d'être non-dupe, c'est une erreur même. Alors laissons ça de côté parce que on ne va pas en rajouter encore. Mais néanmoins, la question qui est posée à l'humain dans sa vie, là, sa vie, là, où on faisait à la fin de la science des rêves, là, finalement, ce qu'il raconte, il dit que le désir est indestructible. Pourquoi? Eh ben parce que quoi, l'avenir, Zukunft, là, en allemand, hein, et à l'image du passé, mais à une image Ebenbild, Field, pardon, fixe, oui, un beau lapsus, Field. Il y a Fliss qui a dit un mot tout à l'heure sur Warum Grieg, alors peut-être que c'est ça un peu qui me rattrape. Hein. Mais fixe. Mais si l'avenir est à l'image fixe du passé, ça veut dire quoi? On tourne autour du masque, là on revient au masque. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de passé. Ça veut dire que le présent n'est pas passé. Parce que pour accéder au passé, il y a un pas. Il y a le pas de la négation. Il faut que ce qui cesse de ne pas s'écrire, cesse. Pour que ce qui ne cesse pas, voilà le pas de la négation de s'écrire, puisse, le possible, advenir. Et puis tout ça, ça tourne autour de quelque chose qui est recouvert, qui est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, ce qu'on appelle le réel. Hein. Bon. Alors j'ai laissé un peu ces notions là, de lacaniennes, enfin, c'est Lacan qui a élaboré un peu ça, on n'est pas obligé de suivre. En fait, l'important, c'est le dire que ça peut entraîner chez quelqu'un qui se met à parler. Hein. Bon, alors, en quoi ça concerne le chanteur lyrique, cette affaire? Alors j'ai écrit l'autre jour, j'ai été tenu pendant pratiquement une nuit, et puis il en a résulté une production qui a un texte là que j'ai fait paraître là, sur Facebook, là, qui est sur ma page de Facebook, là, qui s'appelle, je regarde un peu le titre, Le geste lyrique. Le geste.
les rites du corps. Ben oui, parce qu'il y a bien sûr le corps anatomique, j'en ai déjà parlé, il y a tous les bouquins, là, le corps anatomique, anatomopathologique en plus. Hein. Bon, tout celui-là, bien sûr, qui fonctionne. Hein. C'est la machine, hein, en quelque sorte. Alors, on a la science, évidemment, a développé tout un, pas un savoir, des connaissances par rapport à ça. Et quand on fait des études de médecine, hein, ceux qui l'ont fait, j'en suis, ben, savent bien que, justement, ça ne va pas de soi, et puis qu'il faut l'apprendre quand même, ce truc-là. Hein. Bon. En plus, il paraît maintenant, évidemment, c'est comme ça, c'est comme ça paraît quand même curieux, hein. Ben, il faut être bon en maths, physique, chimie. C'est comme ça déjà de mon temps, hein. On ne voit pas ce que ça va avoir comme ça, là. Sinon cette histoire de molécules, de conditionnement, de trucs, le psychisme, alors là, bon, zéro. Donc, qu'est-ce que ce que je viens de raconter a à voir, alors, rien, avec ce qui peut se produire et qui va faire naître. Mais je le prendrai, moi, pas tellement du côté de la naissance, du côté de N apostrophe, hein, encore une négation. Ne pas être. Ne pas être le corps. Ne pas être dans l'être du corps anatomique. L'opsis. Parce que le corps anatomique, il résulte de l'opsis, en grec, c'est-à-dire de ce qui se voit. Observation. Observation. On ne parle pas tellement, hein, quand on fait des études de médecine, de ce qu'on entend. Hein. Oh, il y a bien sûr qu'il faut écouter, hein, pour savoir, pour comprendre. Mais ça se ramène quand même toujours à une histoire de voir, de comprendre. Hein, il s'agit de faire un diagnostic. Hein. C'est très important, ça. Mais c'est un discours scientifique. Alors, ce qui peut arriver comme ça, avec ce discours scientifique, finalement, bah, on voit que ça peut... C'est Einstein, mais Einstein il a bien dit, c'est quand même relatif tout ça, hein, les connaissances, avec un mot de chose. Hein. Bon. Mais là, du côté de la guerre, là, il tombe sur un os. Hein. Et puis Freud aussi, parce que finalement, ce qu'il va lui répondre, je veux dire, je sais bien que de toute façon, vous n'êtes pas très content, parce que je suis très satisfait de ce que je vais vous dire, mais en gros, c'est ce que je peux vous dire de mieux, la pulsion de mort. Hein. L'humain, là, comme ça, il aura un truc en lui, là, il porterait la destruction. Oui, c'est pas fou. Mais c'est plutôt du côté de l'agressivité, ça se passe au niveau de ce qu'on appelle l'image spéculaire. Hein. Il faut bien se dédouaner de l'autre. Hein. Donc il faut bien dire non, c'est une histoire de négation, beaucoup plus qu'autre chose. Hein. Puis là, cette dimension comme ça de l'instabilité, c'est à la mode ça maintenant. Hein. Concentration qui n'est plus là. Hein. Bon. Et puis, tout ça, c'est des effets de quoi Du fait, il y a quelque chose justement qui ne veut plus tourner en rond, l'angoisse. L'angoisse, ça ne tourne pas en rond. Hein. On voudrait la faire tourner en rond, mais ça ne marche pas comme ça. Hein. L'angoisse, c'est la sensation du désir de l'autre. Le désir de l'autre, en question au du grand art, c'est insaisissable. C'est plus de sensation. Et on ne peut pas lutter contre, on est pris là-dedans. Et pour contrôler ça, ben, la pensée, elle essaie de mettre en route comme ça en permanence ce truc qui va être épuisant. Il y a la pensée, il y a les pensées, et on ne sait même pas qu'on pense. Ça, c'est la clinique. Alors, quand on est, je disais la dernière fois, c'est quand même assez intéressant, ça, cette affaire-là. Hein. Je disais, finalement, il y a un premier temps comme ça, on produit des sons. Enfin, c'est le blablabla, hein, c'est le tourner en rond. Voilà, hein, bon. Et puis, à un moment, pour une raison, hein, ça peut être comme ça aussi, hein, quand on chante, un aria. C'est aussi le problème du récitatif. Hein. Le récitatif, ça posait des longues questions, là, termes de difficulté, hein, à l'opéra. Bon, on y reviendra. Hein. Mais la question importante dans cette affaire, c'est que le deuxième temps, c'est finalement la musique qui vient frapper à la porte. Hein.
Et ça correspond à ce qui se passe au niveau du mode d'esprit, c'est une certaine sidération. Voilà, on est arrêté. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est important parce que tout à fait, c'est tout à fait la question, ça. Et si je suis arrêté, est-ce que je vais reculer? Par exemple, Antigone, hein, évidemment, elle n'est pas arrêtée par Créon. Créon, il voudrait l'arrêter, la fixer, qu'elle soit réduite au fixe du masque, là. Hein. Ah oui. Bon. Et puis on va dire que c'est son agressivité à elle, sa pulsion de mort à elle, qui l'a conduit à ne pas accepter. Ah oui. Pourquoi pas? C'est pas fou, mais c'est pas vrai. Hein. Ce qui est important dans ce qui se passe entre Créon et Antigone, c'est qu'à un certain moment, Antigone, elle est dans le silence. Elle est le silence. Le silence. Et c'est ça l'enjeu là, du deuxième temps de sidération. C'est le silence de quoi? C'est là qu'apparaît la pulsion de mort, si elle est vraiment. Je cherche le mot. Donc je suis foutu si je cherche le mot. S'il est vraiment opérationnel. Opéra. L'œuvre. Et elle fonctionne comment? Elle fonctionne pour faire disparaître toutes les connaissances, tout le blabla important, c'est pas rien. Hein. Et Dieu sait si on a entendu là, récemment, avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Les programmes là. Hein. Bon. Eh bien, ce qui est d'important, c'est que tout ça, sidération, c'est la sidération des connaissances. C'est ce trou dont je parlais à propos de Maria Callas, qui nous indique justement par son bras, qui figure, qui met en scène, voilà, la mise en scène, c'est autre chose que de mettre toutes sortes de choses sur une scène d'opéra. Hein. La mise en scène, elle est sur l'humain, hein, qui indique là, par ce comment dire ça, qui indique quelque chose du corps, là, qui indique qu'il y a un corps, qu'il y a un trou, dans ce sternum, dans cette clavicule, qui doit descendre au maximum, pour faire une compression, hein, ça comprime là. Hein. C'est-à-dire que si ça comprime beaucoup, évidemment après, et si on a appris, évidemment, parce qu'il faut quand même apprendre, hein, appris à serrer au maximum la partie supérieure du larynx, hein, pour réduire l'orifice, pour faire les aigus, hein, avec beaucoup de timbres, c'est beaucoup d'harmoniques. Eh bien, ce que Maria Callas, mais Corelli aussi le fait, hein, Franco Corelli, c'était assez coutumier chez Maria Callas, avec un coup là, un coup très grand. Pourquoi? Parce que ça dégage aussi ça dégage quoi? Ça dégage la partie supérieure du larynx. Surtout si on parle en E, comme ça en haut, hein, de telle façon que la partie postérieure de la base de la langue, elle vient coller au palais. Alors là, comme dit Lacan dans la troisième à Rome, en 1974 ou 75, je ne sais plus, alors là, la voix est libre. Pourquoi la guerre? Warum Krieg? Ah. Eh bien, elle n'est pas libre du tout, hein, parce que les réponses, c'est pas tout à fait ça. Alors, si on suit un peu comme ça, là, oui, hein, j'ai remis là l'arrière important de Turandot, là, Nessun dorma, hein, Nessun, que personne ne dorme. Nessun dorma. Il se termine par Vincero. Vincero. Avec un si bécard. Si on pense, si le masque nous fixe, il ne va pas sortir. C'est pour autant que quelque chose va nous envahir, alors premier temps de monter des sons, ou alors du blabla quand on parle, etc. Deuxième temps, en état de sidération, dire que quelque chose qui est arrêté, mais c'est pas l'arrêt du mouvement. Il y a quelque chose qui est arrêté parce qu'il y a quelque chose qui le cède. Voilà, c'est le mot qui est pas mis tout à l'heure. Qui le cède, comme on dit en français.
C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place par l'apprentissage de ce que l'on appelle la parole, le cède, le sens des mots, le cède au son qui précède. Mais ce n'est pas non plus une histoire de stade, hein, de genèse et de psychogénèse, le cède au son. Et alors là, c'est ça qui se passe, pour qu'apparaisse le troisième temps. C'est-à-dire que ce bouclier, ce sternum, soit troué pour trouver ce que dans le mot d'esprit on appelle la dimension de quelque chose qui est assaisissable, le signifiant, qui est présent dans un sujet pour un autre signifiant. Donc là, hein, c'est uniquement l'histoire de dire, hein, et puis pour que puisse se faire entendre, ce quelque chose d'inouï, d'immatériel, qui peut apparaître justement dans ce Linchero. Puisque tout ça va apparaître évidemment dans le si bécard, mais surtout quand on va revenir sur le la bécard, après, sur le ro, avec un R qui renvoie au re du nourrisson. Ça commence comme ça quand même. Hein. Re. Eh bien, re pourquoi re? Parce qu'à ce moment-là, quand on fait un re, eh ben, la base de la langue, elle est collée au palais. Voilà, tout simplement. Donc, la voix est libre. Voilà. La voix est libre. Alors, la voix est libre, ah oui, pourquoi la voix est libre? Parce que, je dis pourquoi, je ne crois pas que ce soit pourquoi finalement. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Je ne sais pas bien comment ça marche, mais ça ne marche pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la voix est libre soudainement, par hasard. Puisque tout ça, ça vient du fait que nous sommes fils du langage, hein, bien sûr, et que le langage, il recouvre. C'est comme le sternum, hein. S'il ne bouge pas, hein, ça empêche que ça arrive, tout ça. Hein. Et quand ça arrive, j'évoquais à partir de Vessila Djouba, là, tout à la fin de l'aria notamment, là, mais aussi, est-ce que tu es peut-être, c'est tout forcé ou l'homme, c'est tout forcé ou l'homme, hein. Peut-être, forcé peut-être, il se peut, comme le dit la langue, il se peut, c'est la dimension du contingent. C'est quand ceux qui ne cessent pas cessent, qu'alors ceux qui ne cessaient pas peut. Voilà le peu. Il peut, c'est peu, hein. On ne touche pas grand-chose hein, de cette jouissance-là. Dire oui à cette jouissance-là. Cette jouissance, c'est un oui, qui n'est pas du tout un dit, mais qui est un dire. Et alors, quand ça survient chez le chanteur, évidemment, il y a quelque chose qui fait que il est, oui, il est ailleurs. C'est ça l'initiation. Initium, le début, l'entrée, le mystère. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps à le prendre au sérieux, comme dit Lacan 70 en radiophonie. Hein, je reprends pour ne pas trahir un peu. Le corps à le prendre au sérieux. Oui. C'est ce qui peut porter la marque bon, je trouve pas la page, quoi. Le corps à le prendre au sérieux, radiophonie, 61723, page 61. Et d'abord, ce qui peut porter la marque propre, à le ranger dans une suite de signifiants. Alors, vous voyez que je ne comprends pas grand-chose là-dedans. C'est de la musique. Une suite de signifiants, c'est la musique. C'est la musique au sens où la voix peut porter ailleurs. Pourquoi la guerre? Parce qu'il y a un ailleurs. Il y a un ailleurs que tous les règlements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des règlements. Hein. Ça
c'est pas le problème, hein. Mais chez l'humain, il y a un ailleurs. Voilà. Et cet ailleurs, ça peut être terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est incalculable, il y a quelque chose qui est incontrôlable, qui est cette dimension, ouais, ce oui dont je parle. Là, je parle du oui à la jouissance, dans la mesure où il y a un petit brin de jouissance là qui est quand même à peu près qu'on peut produire, hein. Mais Aristote posait cette question-là, hein. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de prévoir la victoire de Mantinet, comme il disait? Ben oui. On peut être à peu près sûr, hein. À peu près sûr qu'on va vaincre, là, hein. Soit le meilleur armée, parce que c'est... Mais Alexandre, par exemple, quand il rencontre Darius, le roi de Perse, là, hein, eh ben, il a beaucoup moins de soldats que le roi de Perse, et pourtant il le bat. Il bat l'armée de Darius, c'est-à-dire Alexandre le Grand, le Great, le Grand, hein, eh bien, il est tellement important pour ceux qui le suivent, qu'il transmet quelque chose à ses soldats. Alors là, évidemment, je ne vais pas me faire bien voir si je raconte ça, mais je le dis quand même, hein, qui fait que on peut penser ça, hein, finalement. Ils jouissent de mourir. Ils jouissent de mourir. C'est extraordinaire, les dieux obscurs. C'est terrible. C'est terrible. Et alors là, évidemment, quand on est dans cette position-là, évidemment, on est supérieur. Bon. Alors, donc, là, je suis en train de faire une certaine... Je vais de Chaim en Silla entre le chanteur lyrique et puis l'être parlant dans le transfert, c'est-à-dire que c'est le psychanalyste ténor qui essaie de lui dire quelque chose. Quelque chose sur le fait que il y a quelque chose, bien sûr, depuis les Lumières, notamment depuis ce fameux Descartes, ah oui, Moyen-Âge, ça ne fonctionnait pas comme ça. Chez les Romains, ça ne veut pas trop. Hein. Il y a quand même un truc qui m'interroge, moi. Hein. C'est cette histoire de la Trinité. Hein. La religion, la vraie, comme dirait quand même. Je crois que c'est ça. Hein. Je connais ça. Hein. J'ai trempé là-dedans. Hein. Comme je me dis, enfant de curé. Là. Bon. Eh bien, il y a quand même un truc qui a marqué le début là, du christianisme. Là, hein. C'est cette histoire de la Trinité. Parce que c'est important. Les pères de l'Église. Là. Ils sont acharnés là-dessus. Ça a débouché sur le fait que Constantin, quand il a été à la fois empereur de l'Orient et de l'Occident, hein, il a décidé de faire le premier concile œcuménique pour l'Orient et l'Occident. Et ce concile, c'est le concile de Nicée. 325. Et là, il va y avoir un texte hein, qui est dans le credo, là. Hein. Bon. Et ça met en jeu quoi, cette affaire-là? Parce qu'il y avait un certain Arius, là, évidemment, qui commençait à poser trop de questions. Là. Il commençait à dire que de toute manière, le Fils, hein, le Fils c'est quoi? Le Père, le Fils et Saint-Esprit, vous savez, la Trinité. Le Fils c'est quoi? C'est l'incarnation de quoi? Du Père. Du Logos, du Père. Alors le Fils, de toute façon, il n'avait pas le même statut que le Père. Autrement dit, si les trois ne tiennent pas, hein, eh bien, la Trinité, il n'y en a plus. Tout est remis en cause. Donc il fallait sceller ça. On a scellé ça comme il faut. Et puis ça s'est à nouveau défait après. Après, évidemment, le 7e, 8e siècle, où il y a eu la querelle des images entre les iconodules et les iconoclastes. Là, je passe là-dessus, je n'ai pas le temps. Là. On va y revenir un prochain jour. Là. Ça se passait surtout en Orient. Ça. Et puis alors, il y aura le schisme, le 16 juillet 1054, sur l'autel de la basilique Sainte-Sophie à Constantinople,
le légat du pape vient présenter le matin devant une foule importante, qui était pleine la basilique, l'excommunication du représentant de l'Église d'Orient, du patriarche. Et du coup, depuis ce moment-là, eh bien, les deux églises sont séparées. Et c'est quoi l'enjeu? Alors là, c'est plus la deuxième personne, c'est plus le Fils, c'est la troisième, c'est l'Esprit. Ça s'appelle la querelle du filioque, c'est-à-dire que il y aurait la possibilité que l'Esprit ne soit pas de même nature que le Père et le Fils. Comme à Nicée, hein, en 325, on retombe, mais là c'est la troisième personne. C'est la question de l'homoiousos en grec, parce qu'évidemment tout le monde parle grec, là, hein, c'est en grec. Hein. Homoiousos, ça veut dire semblable. Homoios, hein, semblable. C'est la question de l'homoios et de l'homoiousos. Et l'Église de Rome, donc l'Église de l'Occident, là, hein, va soutenir que l'Esprit est de même nature que le Père et le Fils, filioque, et le Père, le Fils et l'Esprit. Alors que l'Église d'Orient va dire que l'Esprit n'est pas de même nature. Et du coup, la Trinité ne tient plus. Parce que, quand le chanteur lyrique, ah oui, je fais un saut, là, je pars dans les aigus, là, hein, évidemment, je fais un saut, là. Hein. Il n'y a que dans ma bouche, comme je le disais, là, lisez mon texte, là, qui est sur Internet, là, sur le lyrique, là, hein. J'ai dit tout à l'heure, le geste lyrique du corps. Finalement, quand on est dans cette position-là, hein, quand on chante, là, la Vincero, ou la fin de l'aria de Leon Cavallo, là, Pagliacci, là, on sent dans la bouche quelque chose qui tourne. Une olive, une balle, quelque chose qui tourne. Hein. Comme là, maintenant que je vous parle, je sens que ça tourne, là, parce que la langue, elle est bien placée. Eh bien, à ce moment-là, dans ces conditions-là, pourquoi en arriver là? Bien sûr, il y a toute une disposition technique. Hein. Mais il se trouve que même ceux qui font ça, à un certain moment, ils ne le font plus. Les grands, the great chanteurs lyriques, ténors. Ça survient surtout ceux qui chantent en hauteur, hein, donc, ça, dans les aigus, là, plus exactement. Eh bien, ils ne le font plus. Il y a quelque chose qui ne marche plus. C'est-à-dire que l'humain, vous voyez, dès qu'il s'approche de c'est ça, le divin, la diva, l'aigu, tout se passe comme si, non seulement il ne relève plus la tête à la Maria Callas, le cou, là, bien sûr, hein, mais en plus, il y a quelque chose derrière ce masque, il faut le masque, hein, il faut le masque avec les lèvres bien en avant, comme ça, hein. C'est-à-dire que, à ce moment-là, bah, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au fait que le larynx est réduit au syrinx. C'est encore, on en parlera, c'est encore la mythologie grecque. Le larynx, en gros, c'est la flûte de Pan. Hein. C'est-à-dire que c'est un canal où il n'y a plus d'implosion, d'explosion. Les gâteaux est parfait, là. Hein. Ça va tout seul, là. Et c'est ça qui permet le cri. Or, surtout, chez un ténor dramatique, on pourrait dire que ce qui est attendu, véritablement, alors j'insiste là, les yeux dans les yeux, hein, ce qui est attendu, évidemment, ce qu'il n'est pas sans savoir, ce qu'il ne sait pas qu'il sait, jusqu'à ce qu'il en sache un petit bout. C'est ce brin de jouissance, là, ce brin de jouissance qu'il va produire, qui va venir de ce corps, le corps à le prendre au sérieux, là, du côté de ses signifiants, hein, c'est pas du sens, le signifiant, et qui va comme ça passer dans son larynx, hein, dégagé, lui qui flotte, comme dit Corelli, le larynx qui flotte, hein, et qui va faire que quelque chose va passer, parce que quand on chante dans les aigus, évidemment on ne chante pas plus haut du tout, pas du tout. Il faut serrer un peu plus la partie supérieure du larynx, c'est tout. Alors, ça, bien sûr, ça s'apprend, mais aussi ça se vit, c'est le vivant, là, hein, ça se vit. Et du coup, évidemment, les cordes vocales s'étirent au maximum, hein, bien sûr. Et à ce moment-là, ce trou qui est trouvé peut sortir, comme j'ai dit dans ce texte-là. Oh,
bien sûr, c'est une supposition, on peut sortir ce quelque chose qui est quoi? Qui est ce cri qui fait le trou, ce cri qu'on a tous en nous. Il n'y a pas besoin de l'entendre parce que c'est le silence. Hein? Le cri fait le trou, le silence se rue. Vous me direz d'accord. Il faut trouver pour qu'il y ait du silence. Et le silence, c'est présent. Surtout quand quelqu'un parle. C'est pour ça que l'important c'est d'entendre et non pas d'écouter. Je vous laisse sur cette question-là et je vous dis à la prochaine fois dans un mois.